En France, depuis 1830, Louis-Philippe Ier était le roi des Français. Son régime, la monarchie de Juillet. Si au départ, le régime suscite de l'espoir chez les Françaises et les Français, car plus libéral que celle qui la précède, c'est-à-dire la période de la Restauration, cependant, le souverain peine à gérer des bouleversements sociaux créés par la première ère d'industrialisation qui malmène la politique qu'il pratique depuis toujours, celle du juste milieu. À Paris et dans les autres grandes villes du pays, le bouillon populaire ne cesse de s'accroître. Ce sont surtout les républicains qui rejettent un régime jugé trop conservateur en organisant une campagne de banquet. Le premier d'entre eux se tient à Paris le 9 juillet 1847, où Odilon Barrot, futur président du Conseil, en gros l'actuel Premier ministre, tient un discours devant plus de 1200 convives et 86 députés. Entre juillet 1847 et février 1848, on estime à 17 000 personnes le nombre de participants dans plusieurs villes. Orléans en septembre, Lille en novembre, Dijon, etc. Peu importe le lieu, l'organisation reste la même. On parade avec un orchestre, on chante et enfin, on peut festoyer toute la journée. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout le monde est convié à ces banquets. En effet, ces repas ont un coût et les plus populaires, faute de moyens, ne peuvent y participer. Des idées sociales fleurissent. Par exemple, à Lille, le Dru Rollin porte un toast au suffrage universel ou encore, à Valenciennes, un toast est porté à l'abolition de la misère par le travail. Pour les plus révolutionnaires, ces banquets constituent des moyens de contourner les lois conservatrices en place. Mais en réalité, ce sont ces mêmes banquets qui conduisent le régime à chuter. Le 22 février 1848, Guizot interdit un banquet initialement organisé dans le 12e arrondissement de Paris, ce qui met le feu aux poudres. L'insurrection éclate. En une poignée d'heures, bourgeois, étudiants, ouvriers se jettent dans les rues pour faire chuter le régime et réclament la République. La garde nationale, lassée d'une politique vieillissante, n'est plus un soutien du roi des Français depuis longtemps et laisse les émeutiers faire. Finalement, le 25 février, 3 jours plus tard, le roi abdique et, sur la place de l'Hôtel de Ville, les républicains autour d'Alphonse Lamartine proclament la Deuxième République. Ensemble, voyons comment ce nouveau régime se met en place et quelles sont les mesures qui donnent à croire qu'il peut durer entre le mois de février 1848 et le mois de juin. Mes chers amis, bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Bazar Historique pour votre leçon d'histoire du jour, votre leçon d'histoire hebdomadaire. Au programme, comme vous l'avez vu, nous allons parler de la Deuxième République et des quelques mois qui s'écoulent après la proclamation du régime sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Donc, installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude, votre boisson froide, et sans plus tarder, c'est parti pour ce nouvel épisode. Sébastien Charletti, dans son Histoire du saint-simonisme, a écrit, ouvrez les guillemets, « En l'année 1848, le clergé bénissait les arbres de la liberté. Les salons reconnaissaient que la République avait du bon, les clubs étaient pleins d'hommes d'État improvisés, le bonheur des hommes avait d'innombrables apôtres, l'heure était aux constructeurs des systèmes de félicité sociale. » Quand Louis-Philippe Ier abdique, l'heure est à la fête, à la célébration. Partout dans les rues, on scande « Vive la République !» Plus tard, le 1er décembre 1848, le nouveau ministre de l'Instruction publique, Alexandre Pierre Frelon, envoya une circulaire au préfet où il écrit que, par la propagation des Lumières, le bien-être et le bonheur du peuple sont la priorité du gouvernement républicain. Dans chaque commune rurale, le ministre Frelon voulait voir une bibliothèque avec des livres adaptés aux besoins des communautés locales. Or, cet appel du ministre n'a jamais été vraiment entendu et ce projet d'un réseau rural de bibliothèques est resté lettre morte. En réalité, il ne s'agit que d'un exemple qui vient appuyer l'argument suivant. La Deuxième République, si elle avait des ambitions affichées dès les premiers temps, n'a pu les mettre véritablement en place. Car entre la fin du mois de février et le mois de juin, les tentatives sociales se multiplient.
Il y a bien évidemment des avancées majeures comme le 4 mars 1848, la proclamation du suffrage universel direct, masculin cependant. Mais pas seulement, puisque plus tard, le 27 avril, un décret interdit absolument, ouvrez les guillemets, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres. Grâce à l'action de Victor Schœlcher, représentant du peuple à la Guadeloupe et à la Martinique, mais aussi celle de l'ensemble des mouvements indépendantistes qui secouent les colonies depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout depuis le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier en 1802, il est désormais interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves. Pour un temps au moins, les contraintes politiques sont levées avec la Révolution de 1848. Le nouvel électorat, se sentant concerné grâce notamment à l'action de la presse, se déplace en masse dans les bureaux de vote. L'isoloir et l'enveloppe, cependant, n'apparaîtront qu'en 1913. Avec pas moins de 9,3 millions d'individus, les 23 et 24 avril, au moment des élections législatives de 1848. Dès la fin du mois de février, une partie des organes nouveaux émanent du prolétariat intellectuel et de groupes de travailleurs, à l'image du Vieux Cordelier, qui dure du 19 mai au 1er juin 1848, ou du journal des sans-culottes, etc. Au cœur des débats, la question du droit du travail persiste, d'autant que le 25 février, sous la pression des travailleurs, le droit au travail est proclamé par le gouvernement provisoire où, pour la première fois depuis la fin du XVIIIe siècle, siègent des ouvriers comme Louis Blanc et Alexandre Albert Martin, dit l'ouvrier Albert. Déjà sous la monarchie de Juillet et l'enquête de Louis-René Villermé, les travailleurs sont devenus une priorité politique. Ainsi, à l'initiative de Lamartine, est votée le 27 février 1848 la création des ateliers nationaux, l'objectif affiché est simple, fournir aux chômeurs un emploi. Par cette action, c'est une véritable rupture politique, car s'arrogeant du traitement de la question sociale, l'État supplante la bienfaisance privée, la charité. Solidarité, fraternité, voilà le nouveau socle de la Deuxième République et les promesses sont grandes. Par exemple, en ce qui concerne les frais d'hospitalisation d'un ouvrier blessé au travail, qui désormais sont pris en charge par les ateliers et la famille de son côté, est censé percevoir le montant de l'indemnité d'inactivité. Or, très rapidement, les mairies deviennent incapables de prendre en charge tous les chômeurs dont le nombre a explosé, avec, à Paris, 130 000 environ en avril 1848 contre 6 000 un mois plus tôt. Le gouvernement de la Deuxième République est incapable d'endiguer la contestation malgré une vaine tentative de mettre en place une indemnité de 1,5 francs les jours d'inactivité forcée. L'État, afin de sauver les meubles, fait multiplier les mesures d'urgence comme la distribution de bons de pain, de viande et de bouillon aux ouvriers nécessiteux, etc. etc. Le 20 juin 1848, la décision est prise par l'Assemblée de dissoudre les ateliers nationaux, finalement devenus, pour l'État, un simple moyen d'écarter les ouvriers des clubs politiques et ainsi se prémunir d'un éventuel soulèvement social. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Pour protester contre cette fermeture, entre le 23 et le 26 juin 1848, les ouvriers parisiens s'insurgent. Ça et là, comme à la rue Faubourg du Temple, on dresse des barricades, environ 400. En une poignée de jours, c'est près de 20 000 ouvriers qui descendent dans les rues. Or, la répression qui s'engage est terrible à un point tel que les bourgeois de l'Assemblée s'en émeuvent. L'homme à la tête de celle-ci, c'est le général Cavaignac, le chef du pouvoir exécutif. Même l'archevêque de Paris, Monseigneur Denis Affre, crucifié à la main et debout sur une barricade, réclamera la paix en s'imposant entre les ouvriers et les soldats. Pendant l'espace d'un instant, le calme s'est imposé, mais très vite, un roulement de tambour retentit, des coups de feu sont tirés. Abattu, il s'effondre. Finalement, quand la répression du mouvement prend fin, le bilan humain est lourd puisque l'on ne dénombre pas moins de 4000 morts chez les ouvriers et 1600 membres des forces de l'ordre. Cet événement a considérablement marqué la pensée politique des contemporains de l'époque car elle balaye définitivement pour les plus démunis et les membres de la classe ouvrière naissante tout espoir d'une république sociale et égalitaire.
Mes chers amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ainsi qu'à vous abonner et partager l'épisode à vos amis. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux @bazarhistorique sur Instagram et sur TikTok. Je tenais également à vous remercier pour les 1000 abonnés, ce qui est énorme, donc je vous remercie encore et encore. On se retrouve la semaine prochaine pour votre vidéo traditionnelle du lundi et mercredi prochain pour votre leçon d'histoire hebdomadaire. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Bazar Historique. À la prochaine. Ciao.